avant 8h35, Maxime Switek. La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on s'en remet toujours pas et on attend que le ciel leur tombe sur la tête à ces Grecs orgueilleux. Le Figaro, l'Europe prête à sortir la Grèce de l'euro. Le Monde, après le non grec, l'Europe inflexible. L'Opinion, et si l'Europe osait le Grexit? Libération, l'Eurodyssée. Ils ont raison de s'agiter parce que le Parisien a évalué par sondage la contagion. Après le référendum en Grèce, les Français disent non à l'austérité. C'est donc encore et toujours la Grèce qui fait la une de l'actualité ce matin. Oui, c'est le jour d'après, celui où on digère, ou plutôt celui où on ne digère pas. Alors le ton est toujours moralisateur, on est un peu plus violent peut-être. Dans l'Opinion, le titre de l'édito sonne comme une menace. Les Grecs vont enfin comprendre. Dans les Échos, Dominique Seux s'inquiète de cette violence verbale, enfin surtout celle des pro-grecs, et retourne l'argument de la démocratie. Le respect, dit-il, est dû à tous les citoyens européens. 10 millions de Grecs ont été humiliés, entend-on? Ils ne peuvent pas non plus humilier les 327 millions d'autres Européens. Encore faudrait-il savoir ce que pensent les 327 millions d'autres Européens. À quelques pages de là, Cécile Cornudet souligne elle aussi le climat de défiance entre le peuple et les élites. Le référendum grec, écrit-elle, ne ressemble pas au vote hostile du passé que l'Union européenne avait su contourner. Non danois de 1992, non français de 2005, non irlandais de 2008. Il intervient dans un climat politique radicalement différent, populiste, diront les uns, de rejet des élites, diront les autres. Il ne vient donc pas à l'esprit de ces analystes que le rejet des élites et de l'Europe vient peut-être justement de ces précédents référendums contournés. C'est d'ailleurs ce que résume dans Le Monde un électeur grec. Si on avait dit oui, il nous tuait. En choisissant le non, on se suicide. On a décidé de mourir comme on l'entend. On ne devrait jamais sous-estimer la fierté des peuples. Alors, la Grèce va-t-elle sortir de l'euro? Le plus amusant ce matin, en fait, c'est le jeu sur les mots. Dans l'Opinion, Raphaël Proust souligne les rétropédalages des dirigeants européens qui avaient assimilé vote négatif et sortie de l'euro pour tenter de peser sur le référendum. Depuis, on est beaucoup plus mesuré. C'est plutôt la ligne Giscard d'Estaing, citée par le Figaro. Il faut mettre la Grèce en congé de l'euro. Je dis mettre en congé plutôt que sortir, qui a quelque chose de punitif. On joue sur les mots. Oui, c'est vrai. Non, mais honnêtement, ça change tout. Mais un peu plus loin dans le Figaro, Philippe Villain, ancien directeur du journal, en profite pour réaffirmer son scepticisme sur la monnaie unique. Tsipras, selon lui, devait sortir plus tôt de l'euro parce que la monnaie unique a détruit les économies européennes. N'oubliez jamais, dit-il, que depuis la création du franc fort et de l'euro, nous avons perdu 56% de notre production automobile au profit essentiellement de l'Allemagne. Alors juste à côté, Guillaume Perrault rappelle les textes déjà hallucinants qui accompagnaient le débat sur le référendum de Maastricht, l'édito du Monde en 1992 sur un nom qui serait la plus grande catastrophe depuis Hitler. Oui, carrément. Guillaume Perrault cite le philosophe Pierre Manant. Droite et gauche sont moins nos représentants et gouvernants que les gardiens de notre vertu. Les deux partis de gouvernement ont élaboré ce qu'il faut bien appeler un programme commun, le programme européen dont la France n'est que le champ d'application. Oui, et dimanche, certains Français ont eu l'impression de dire non par procuration. Natacha, changeons de sujet. Il est question d'écologie ce matin aussi dans la presse. Oui, Libération consacre un article à la COP21, vous savez, le sommet mondial sur le climat, le grand raout écolo de François Hollande et Laurent Fabius. Dans 5 mois. Exactement. Mais alors, change-t-on vraiment de sujet? Eh bien, pas vraiment. En matière d'écologie, le chroniqueur du Monde a décidé pour sa part d'être facétieux et de nous parler de la dette allemande. Oui, les Allemands ont aussi une dette puisque les scientifiques ont établi que la pollution chimique dans l'Union européenne coûte en moyenne 157 milliards d'euros par an, dont une bonne partie incombe à l'industrie chimique allemande, très efficace d'ailleurs en matière de lobbying européen pour éviter donc les sanctions et les interdictions. On appelle cela les externalités négatives. Mais cette dette-là, regrette Stéphane Foucard, ne fait hurler personne. Sans le savoir, dit-il, nous donnons bien plus pour la prospérité de la fière Allemagne que pour aider la petite Grèce. Il est aussi question de décroissance ce matin. Mais oui, le petit magazine La Décroissance, formidable magazine, revient dans son numéro d'été sur ceux qu'ils appellent les éco-tartuffes, avec mention spéciale justement pour Laurent Fabius et sa COP21. Mais il faut surtout lire dans ce numéro double, un spécial contre sommet mondial sur le climat, des textes tels que celui du philosophe Jean-Claude Michéa, Décroissance ou barbarie. Parce qu'il démonte en fait une idéologie qui consiste à croire que tout pas en avant est un progrès au nom de ce qui est
est devenu d'ailleurs un slogan publicitaire, parce que le monde bouge. Tous les auteurs, économistes, philosophes démontent le mythe d'une croissance verte qui permettrait de poursuivre selon le même modèle. Dominique Bourg, par exemple, estime que la gauche de gouvernement, Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts y compris, a opté pour l'individualisme libéral, pour l'affirmation sans limite de droits individuels, choses qui ne font guère bon ménage avec ce qui exigerait une authentique défense des biens communs comme le climat et la richesse génétique des populations. La lecture de la presse ce matin vient joliment confirmer ces analyses sur l'obsolescence du clivage gauche-droite. Alors pour compléter cette lecture d'été, il y a également la revue des deux mondes. Le dossier d'été, c'est les écrivains prophètes. C'est passionnant. De George Orwell, cher d'ailleurs à Jean-Claude Michéa, à Baudelaire, grand critique de la modernité, de Bernanos qui a anticipé le soft power américain, à Aldous Huxley qui prévoyait l'usage des psychotropes. Des écrivains qui n'ont pas eu peur de jouer les Cassandres dans un monde où l'optimisme est une obligation morale. Natacha, un clin d'œil encore dans cette revue de presse. Oui, on vient de parler d'écologie, alors on va changer radicalement de sujet pour parler des écologistes. Et ça n'a rien à voir, ils nous le prouvent tous les jours. L'Opinion consacre un article à Jean-Vincent Placé et ses amis écolos pro-gouvernement, enfin surtout si on leur offre un poste ministériel, donc qui viennent de créer leur propre mouvement au sein d'Europe Écologie Les Verts. Coup d'envoi le 15 juillet avec un colloque consacré à l'entrepreneuriat et l'écologie. Et devinez qui est le parrain ? Emmanuel Macron, l'homme qui veut mettre des cars à la place des trains, etc. Oui, je vous jure, c'est pas une blague. Le nom du mouvement, les écologistes. Vous savez, tous ces gens qui avaient protesté contre la confiscation du vocable les républicains par Nicolas Sarkozy, ils prouvent qu'eux aussi savent manier l'antiphrase, surtout. Alors, cela n'a rien à voir, mais on terminera cette revue de presse en citant La Rochefoucauld. L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu.